Bonjour à tous, émission numéro 76 de Tête à Clash avec 4 beaux invités. La première, Christine Tazin, présidente de Résistance Républicaine. Bonjour. Bonjour. Christine. Le deuxième, à ma droite, Roland Hureau, qui est auteur d'un livre qui est tout nouveau, je crois, qui s'appelle « Les Gilets jaunes ont raison », avec un titre un petit peu plus long derrière, qui est aux éditions de l'Harmattan. À ma gauche, Laurent Arthur Duplessis, journaliste et essayiste, et qui me dit qu'il est dans les dernières secondes du bouclage d'un livre sur la Turquie. Et il s'est rendu disponible aujourd'hui, merci. Et le quatrième, Xavier Leguet. Bonjour Xavier, vous êtes auteur et collaborateur de Bas les masques. C'est ça. Très bien. Allez, dans quelques secondes, premier sujet. Premier sujet, je m'en délecte, le troisième confinement. Ou pas le troisième confinement ? Dans tous les cas, ma question c'est, est-ce que c'est une défaite personnelle pour Emmanuel Macron, qui a tout fait pour que ce confinement n'ait pas lieu, ou est-ce que finalement c'est une victoire du pragmatisme, attendre, et quand on ne peut plus faire autrement, y aller ? Xavier Leguet, la parole est à vous. Écoutez, si j'avais une petite boutade à faire, je dirais que le confinement, c'est un peu comme les promesses, ça n'engage que ceux qui y croient et ceux qui le respectent. Donc le président a bien vu de toute façon que les gens en avaient assez. Mais ce qui est intéressant avec cette histoire de confinement, c'est que Jean Castex a prononcé ce terme jeudi soir dans sa conférence de presse. Il l'a prononcé une fois, exactement, mais c'était une fois de trop visiblement, puisque dès le lendemain, Emmanuel Macron a expliqué que ce n'était pas un confinement et qu'on ne pouvait pas employer ce terme, mais ce qui est amusant dans cette histoire, c'est qu'il faut vraiment regarder d'où ça vient, en fait, tout ça. C'est-à-dire que Macron, il est vraiment au centre d'une espèce de lutte d'influence qu'il y a entre des gens qui sont très pro-confinement, qui sont pour la plupart liés à la PHP. On voit très bien qui sont les pro-confinement, c'est-à-dire les gens comme Gilles Pialou, comme Djihad Yanan, etc., qui sont tous passés... Qui sont des chefs de service. Qui sont des chefs de service, qui sont des médecins, voilà, qui sont sur une logique très enfermiste, comme on pourrait dire, et qui pensent régler cette histoire uniquement par l'enfermement des populations, casser les chaînes de transmission en enfermant les gens, etc. Mais tous ces gens ont quand même en commun d'être tous passés par le cabinet de Marisol Touraine à l'époque de François Hollande. Il y a une espèce de lobbying, si vous voulez, en interne, qui fait pression sur le ministère de la Santé, et le ministère de la Santé, avec Olivier Véran, est dans cette ligne pro-confinement. Oui. Jean Castex aussi. Emmanuel Macron, lui, a l'air d'être plus réservé par rapport à ça. Je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est un joli pas de deux. C'est du en même temps à la Macron, à savoir qu'il fait semblant de dire « je ne veux pas faire le confinement » parce que lui pense à 2022 et il joue le côté je suis le Père Noël, je protège mon peuple, le fameux peuple de Gaulois réfractaires, en disant non aux pseudo-scientifiques qui poussent à la roue, alors qu'on sait parfaitement depuis 4 ans que Macron ne fait rien et ne fait rien faire qu'il n'ait décidé. S'il a décidé qu'il y a eu du confinement, il y aura du confinement et il joue comme ça au niveau de la communication parce qu'avec lui, tout est comme pour dire « Oh non, quand même, les Français, j'ai peur, etc. » Or, Christine, vous pensez que tout ça est prévu ? Oui, que c'est des positions artificielles de chacun ? Clairement, c'est évident. D'ailleurs, ils se fichent de notre poire parce que quand on les dit « Ah non, on ne fera pas de confinement, le couvre-feu qu'on subit depuis des mois, ce n'est pas une forme de confinement, ce n'est pas une forme d'interdiction. On se paye notre tête. Il faudrait en plus qu'on dise merci parce qu'on doit rentrer à 6 heures comme des gosses de 5 ans. » Mais sur le fond, qu'il y ait un calcul politique, c'est une évidence. Mais on ne peut pas non plus enlever à Macron le fait de porter la responsabilité politique de quelque chose qui est absolument insupportable aujourd'hui. Et on ne peut pas non plus lui enlever le crédit de vouloir quand même, malgré tout, quelque part, donner un petit peu aux gens ce qu'ils attendent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que beaucoup de gens attendent, c'est quand même de retrouver une vie à peu près normale. Le confinement, c'est une méthode qui ne fonctionne pas. Ça fait 1 an qu'on le dit. Ça fait 1 an qu'on essaie de démontrer, avec des études scientifiques à la clé, etc., que ça ne fonctionne pas. Enfin, il y a une espèce de prise de conscience que être dehors, c'est quand même mieux qu'être à l'intérieur. Mais il n'y a pas de prise de conscience. Xavier Leguet, autrement dit, vous êtes plutôt sur la position Macron est un pragmatique et il a tout fait pour
freiner, ou en tout cas de ne pas aller vers le confinement. Je ne pense pas qu'il ait tout fait, puisque effectivement, s'il décidait qu'il n'y ait plus de confinement et qu'on arrête un petit peu toutes ces bêtises, ça s'arrêterait, je suis d'accord. Seulement, ce qui se passe, c'est que dans ces postes à responsabilité élevée, que ce soit le président de la République ou même un président de collectif, enfin un maire ou un président de département ou autre, il y a toujours une lutte d'influence qui se passe entre une technocratie d'un côté, une espèce de structure, de technostructure qui a une grille de lecture qui cherche à imposer des choses, des chefs de service. Là, en l'occurrence, on a quand même une grosse partie de la PHP qui fait pression sur le ministère de la Santé. Et derrière, quand il y a les réunions, les conseils de défense, les choses comme ça, Macron, il se retrouve dans une position d'arbitre. Alors oui, je suis d'accord, s'il voulait que tout ça s'arrête, il pourrait le décider, mais quand on est tiraillé entre plein de luttes d'influence, c'est pas forcément simple. C'est ça que je dis. Roland Hureau. Quand on est en position de haute responsabilité comme lui, on est forcément entouré de gens qui ont des avis différents. Encore faudrait-il qu'il sache arbitrer, qu'il donne l'impression d'être un véritable arbitre. Et qu'il arbitre en fonction du bien commun et du bien général, et que l'avis déterminant en dernière instance, ce ne soit pas celui, non pas du conseil scientifique, mais du conseil des communicants, si j'ose dire. Enfin, il n'y a peut-être pas un conseil des communicants officiel, mais il y a bien... vous parlez du conseil de défense ou vous parlez de... Non, les stratèges de communication, les stratèges images qui sont aujourd'hui de plus en plus nombreux autour du chef de l'État, d'un chef d'État. Moi, je me réfère à Guy Debord, qui est un théoricien fondamental. Nous sommes dans une société, lui, il disait du spectacle, mais en fait de la communication, où il est très rare qu'une décision ne soit pas prise en dernière instance par des considérations de communication, sachant qu'il est obligé aussi de donner le sentiment de lutter contre l'épidémie et même de lutter jusqu'à un certain point. Parce que s'il ne donnait pas ce sentiment, il y a toute une partie de l'opinion qui le lui reprocherait. Mais on le voit hésitant. J'ai vu récemment que l'Espagne avait eu un confinement très dur, la dernière phase. La Suède, presque pas de confinement. Et nous, entre les deux. On est toujours entre les deux. Et les résultats ont été les mêmes pour les trois pays. Hein, c'est ça qui est extraordinaire. J'ajouterais que c'est pas ce nouveau confinement qui est en cause, mais c'est l'ensemble de la gestion de la pandémie. On ne comprendra jamais pourquoi on a interdit de soigner. Je veux dire, on a dit la chloroquine... Interdit de soigner, interdit de soigner, oui. Alors, maintenant, on soigne. On soigne. Mais pas avec l'ivermectine, pas avec des tas de restrictions qui ne devraient pas avoir lieu d'être. Ce sont les médecins qui ont tous passé des diplômes et qui ont fait le serment d'Hippocrate qui devraient décider, et devant le plus ample éventail de produits pharmaceutiques. Or, cette interdiction de soigner, les consignes étaient très claires pendant les 4 ou 5 premiers mois. Vous restez chez vous, vous attendez avec de Doliprane. Ça, c'est le premier confinement. Oui, mais c'est inadmissible, c'est une faute très grave. Je me suis laissé dire que s'il y avait 10 000 victimes en moins en Allemagne, c'est parce qu'on a été beaucoup plus libéral sur l'hydroxychloroquine, entre autres. Mais sachant que le confinement en Allemagne est bien plus dur qu'en France. Hein, les écoles sont fermées, par exemple. J'ai une fille qui vit en Allemagne et qui est très mécontente, en effet, sur cette question des écoles. Mais sur le plan réglementaire, il n'est pas plus dur. C'est la population allemande qui a gardé un réflexe de discipline. On vous fait des remarques tout de suite dès que vous sortez de chez vous, sans suivre les règles qui sont conseillées, qui ne sont pas imposées. Il reste que nous n'avons pas eu l'impression qu'il était un chef, qu'il était un patron, qu'il était un arbitre. On a l'impression que tout ça flottait avec une considération majeure, c'était sa réélection. On peut peut-être ajouter quand même un élément, c'est que ce monsieur Macron, c'est lui qui chapeaute tout, et quand Hirsch, à la tête des hôpitaux de Paris, supprime 700 lits en Île-de-France, et qu'on vient pleurer 7 mois, 8 mois après en disant « Ah ben on n'a pas assez de lits parce que vous êtes pas sage, parce que vous vous contaminez », excusez-moi, mais on se fout de nous, clairement. On est passé de 2400 lits de réanimation à 1700. Oui, mais pas au cours de la dernière année. Ça, c'est bien avant les années. Non, depuis 6 mois. 2500. Depuis l'été dernier. C'est dans le calendrier enchaîné de la semaine dernière. Le 1er mars 2020, il y avait 2500 lits, on a plus que 1700. Alors, merci pour ces précisions qui m'avaient échappé. Laurent Arthaud du Plessis. Eh bien, à l'appui de ce qu'a dit Roland Hureau, je voudrais citer un témoignage personnel. J'ai un ami écrivain qui a 80 ans, qui avait
été diagnostiqué positif parce qu'il n'allait pas bien. Oui. Pendant plusieurs jours, il était fiévreux, il n'arrivait pas à dormir, il ne savait pas comment se positionner dans son lit, jusqu'au moment où il a obtenu une ordonnance d'ivermectine, azithromycine et zinc. Au bout de 24 heures, il était ressuscité. Au bout de 3 jours, 4 jours, il était guéri. Oui. Et il faut se faire pistonner pour avoir les bons médicaments. C'est tout de même extraordinaire en République. C'est insensé. Et il a fallu c'est- s'entremettre. C'est en fait moi qui lui ai trouvé. Voilà, c'est des coups comme ça. Il a fallu remuer ciel et terre. Quant à la position du président de la République sur le confinement, quel est votre regard sur... Eh ben, je pense que c'est une diversion parce que les campagnes de vaccination sont d'une lenteur lamentable. Lamentable. On a voulu passer par l'Union européenne et l'Union européenne a manifesté son impéritie habituelle. Et comme on est victime de l'impéritie de l'Union européenne, au lieu de jouer en solo comme font les Allemands de plus en plus, comme ont fait les Anglais puisqu'ils ne sont plus dans l'Union européenne, eh ben nous, on s'est traîné au rythme de veau de l'Union européenne. On est victime de ces lenteurs-là. Et puis, effectivement... C'est peut-être pas plus mal, ça Comment évite d'avoir trop d'expérience, de servir de rat de labo. Oui, peut-être. alors, je sais bien il qu'il y a les inconvénients des vaccins, je sais bien. Mais disons que statistiquement, ça n'a pas l'air écrasant quand même. À propos Vous parlez de quoi? Là, il s'est passé un échange entre vous. Des effets secondaires des vaccins. Bon, il y a des effets secondaires des vaccins, oui. Bon. À propos de vaccins, Ce qu'on sait sur les effets secondaires, juste Roland, une seconde, ce qu'on sait sur les effets secondaires, en dehors de la polémique qui a eu lieu sur quelques cas de thrombose, c'est des états grippaux, a priori. Oui, alors, pour les thromboses, on ne sait pas encore très très bien si c'est lié ou pas à l'AstraZeneca qui a été mis en cause. Cela dit, il y a une prophylaxie contre les thromboses, c'est l'aspirine, je dirais. Ouais. Sur la vaccination, le grand échec de Macron, c'est que la France soit aujourd'hui la seule grande puissance parmi les 5 du Conseil de sécurité à n'avoir pas son propre vaccin. Alors, je veux dire, alors que nous sommes une grande puissance en termes de recherche pharmaceutique, nous avions 2 grandes entreprises pharmaceutiques. C'est pas un secteur qui... Vous parlez de Sanofi, et la deuxième, c'est qui il y a d'abord Sanofi, et puis il y en a eu d'autres. Et puis alors, on a l'Institut Pasteur aussi. L'Institut Pasteur. C'est les 2 qui ont échoué dans leur vaccin pour le moment. Oui, mais enfin, peut-être qu'on les a pas aidés, je pense justement. aussi, je me demande tout de même s'il n'y a pas certaines connexions entre des décideurs français et des laboratoires étrangers tendant à freiner l'aboutissement des recherches proprement françaises. De ce que vous venez de dire, parce que la France est tout à fait capable d'avoir son vaccin. À l'appui de ce que vous venez de dire, il y a eu quand même cette étrange décision gouvernementale, tout à fait étrange décision, qui a consisté, c'était encore du temps de Madame Buzyn, elle était encore au ministère, qui a consisté à édicter une interdiction de prescrire l'hydroxychloroquine, qui était un médicament extrêmement commun depuis 50 ans. En Afrique, on trouve sans ordonnance dans les pharmacies. Et j'ai une amie béninoise qui me dit, mais on a beaucoup moins de cas en Afrique, puisque on prend l'hydroxychloroquine très couramment, puisqu'on a les maladies, genre paludisme, etc. Donc, on est couvert très, très, très souvent avec ça. Oui. Résultat, on a beaucoup moins de Covid que vous. Certains disent qu'en gros, ou la faible pandémie en Afrique est surtout due au fait que les gens vivent dehors et que la moyenne d'âge est très 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 basse, puisque largement majoritairement au-dessous de 20 ans, et que les adolescents... Ils ont quand même des vieillards aussi. Et puis ils ont le soleil aussi. Le soleil, c'est la vitamine D. Je ne comprends pas pourquoi on ne met pas la vitamine D en vente libre, parce que vitamine C... Elle est en vente libre. Non, mais il faudrait la recommander très officiellement. Alors j'ajoute sur cette question, l'argument qu'on a opposé à l'hydroxychloroquine, on a dit ça ne marche pas à tous les coups. Ben, oui, mais depuis Hippocrate, en passant par Molière, je veux dire, la médecine, ça consiste à prescrire des médicaments qui ne marchent pas à tous les coups. Et savez-vous qu'il y a une association de 30 000 médecins plus maintenant, dont la raison sociale est la liberté de prescrire. Bien sûr. Et ces 30 000 médecins qui ne sont pas des crétins, des abrutis, expliquent comment ils soignent leurs patients
avec l'hydroxychloroquine, l'azithromycine et le zinc, ou bien l'ivermectine, l'azithromycine et le zinc. Ils ont refusé tout ça, mais ils ont utilisé le remdesivir qui a apporté des milliards à Gilead, remdesivir qui non seulement ne servait à rien, mais qui pouvait même être toxique. Et vous avez même Alexandra Orion-Côte qui explique que, je crois que Raoul le dit aussi, avec le remdesivir, une fois que les gens étaient traités, ils ont exhalé effectivement des virus qui ont donné aussi des variants. C'est-à-dire que ça a aggravé la situation. C'est énorme. Je voudrais vous sortir du sujet des médicaments pour vous amener vers un sujet qui est celui de l'autorité de l'État. Il me semble que ce 3e confinement, avec la confusion du message, je ne sais pas qui a écouté parmi vous Jean Castex jeudi dernier, mais dans une conférence de presse, moi j'étais au volant, je n'avais que ça à faire, ça a duré 1 heure et je ne sais pas combien de temps. Et on dirait un grand comique. Je me demandais de quoi il parlait, et toutes les 10 minutes, j'interrogeais mon passager en disant « T'as compris ?» On dirait un gag, et d'autant qu'il a un accent fleuri, etc. On dirait du Coluche. Mais Castex non plus ne comprend pas ce qu'il dit. Alors, non mais c'est ça le problème. Ma demande, c'est est-ce que ces messages confus n'entraînent pas en fait une forme de délitement de l'autorité de l'État qui font que les gens, finalement, ne sachant plus quoi faire, font un peu ce qu'ils veulent et donc ne répondent plus aux consignes et risquent dans le futur de ne plus du tout faire ce qu'on leur conseille. Je crois que c'est pire encore, c'est-à-dire que ça tend à asseoir une tyrannie, une dictature absolue, à savoir que les gens ne savent pas, c'est autorisé, ça l'est pas, dans le doute, allez, on se masque, on se fait ceci, on se confine, on ne sait plus. Et ça fait encore plus peur aux gens qui n'ont plus de repères. Donc je crois franchement que le mondialiste Macron, c'est l'homme de la communication, il a tout compris du fonctionnement. Les gens, ils entendent « Ah, Macron, il veut pas de confinement », ils vont croire que Macron, c'est un gentil qui ne veut pas de confinement, alors qu'en fait, on fait exactement le contraire. On met le chantier partout. Alors, 16 départements qui font ça, 15 qui font ça, 3 qui font ça. C'est la pagaille la plus totale. C'est comme ça qu'on réduit un peuple en esclavage, tout bêtement. Hors récompense. Moi, je pense effectivement qu'il ne faut pas être naïf. Macron, si des gens le considèrent comme le gentil parce que la communication est bien faite, etc., c'est leur problème. La réalité, quand même, c'est qu'il y a une technostructure administrative qui est très puissante, qui est partie dans une véritable fuite en avant sur une logique, tout est très grave, il faut essayer de protéger les gens au maximum, donc on enferme, donc etc., etc. Même ici, quand on débat sur les traitements, on est en train de considérer en fait qu'il y a une gravité énorme, qu'on est face à un sujet extrêmement préoccupant. Alors que la réalité, c'est que le taux de létalité il reste quand même extrêmement faible, que ça touche certaines populations qui sont connues aujourd'hui et qu'on sait très bien comment tout ça fonctionne, et qu'on est parti dans une logique vraiment de fuite en avant totale. Pour preuve, même Castex, quand on lui a parlé des lits de réanimation, il disait que même s'il y avait 100 000 lits, il faudrait quand même enfermer les gens, parce que voilà, il ne faut pas aller en réanimation. Ok, donc c'est pas un problème logistique, c'est un problème philosophique cette fois. Éric Côme, à la Pitié-Salpêtrière, disait que les médecins devraient arrêter de parler de ce sujet et laisser un petit peu les philosophes en parler. Et il a raison, parce que là, on touche aux libertés, on touche à la notion de la vie et de la mort, on touche à des sujets qui sont plus de la simple logistique ou des histoires de souverainisme ou de production industrielle, etc. On va beaucoup plus loin que ça aujourd'hui, après 1 an. Et l'autorité de l'État, elle est confuse. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de message en réalité, vu qu'il n'y a pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis il y a eu, dans la première phase, et encore aujourd'hui, des absurdités bureaucratiques qui ont décrédibilisé le dispositif. Quand vous avez des types qui se baladent seuls en montagne avec leur sac à dos, et que vous avez un hélicoptère de la gendarmerie qui les repère, qui les flash et pour les coincer, c'est complètement absurde. À un moment donné, que vous interdisiez les messes et que vous autorisiez les supermarchés avec une foule considérable, ce qui est toujours le cas en Belgique d'ailleurs, et ainsi de suite. Pourquoi imposer aux gens de porter un masque sur un vélo ? Même dans la rue, à l'extérieur. Il fallait faire tout ça dans le détail. Il ne fallait pas se contenter de jouer l'autorité bureaucratique et de tenir compte des réalités. Laura, il y a un pays tout de même qui est le laboratoire de tout ça, c'est Israël. Ils ont un taux record de vaccinés. Maintenant, tout est ouvert, les terrasses de café sont bondées, Israël retrouve une vie normale. Bon, on va voir si, dans un court ou moyen terme, il y a des effets secondaires néfastes à cette vaccination massive, ou bien
si un virus mutant déboule et tient en échec ce qui a été fait en matière de vaccination en Israël. On va voir. C'est ce qui risque d'arriver, puisqu'il semble toujours, d'après ce que dit Alexandra Henrion-Côte, qu'effectivement, les vaccinés exhalent le virus qui génère des variants. Oui, voilà. Et donc, alors on joue avec le feu, on ne sait pas. Hein, donc on sait pas. Oui, mais, sauf que quelle est l'alternative à ça, mais moi je dis, on ouvre à nouveau les terrasses, etc. Mais on les ouvre aussi en Espagne, etc. Oui. Mais à quel prix en Israël? C'est quand même le prix d'un pass vaccinal qui va créer des citoyens de seconde zone, qui va mettre donc complètement au rebut et au chômage des gens qui vont refuser de se faire vacciner pour des questions qui sont les leurs et des réponses qui sont les leurs, dont ils ont le droit. On est en train de créer quelque chose d'abominable, une dictature qui ne dit pas son nom. Mais j'entends bien, Christine, effectivement, il y a un point de vue là-dessus sur qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne veulent pas être vaccinés ou qui ne peuvent pas être vaccinés. Déjà, poser cette question, quelle est l'alternative à ça, Christine Taza? Des traitements et que les gens, c'est simple, il me semble quand même, ça touche, le Covid, dans ses formes graves, touche, on va dire 0,05% des gens. Oui. Il suffit simplement... Fait mourir, il touche plus, mais... Non, pardon, fait mourir, pardon. Oui. Il suffit, me semble-t-il, que les personnes à risque prennent des précautions eux-mêmes. Chacun est responsable aussi de sa vie, des risques qu'il prend. On n'a pas à confiner 99,5% d'une population parce que 0, je sais pas quoi risquerait d'en mourir dans des formes graves. Il y a quelque chose qui est complètement aberrant, mais aberrant. Roland Hureau. Je me suis fait vacciner tous les ans contre la grippe ordinaire pendant plusieurs années, et donc je ne suis pas philosophiquement contre les vaccins. Mais savoir si c'est efficace et savoir s'il y a des effets secondaires nombreux, on doit le savoir avant de faire une campagne de vaccination, pas après ou 2 ans après ou 3 ans après. Bon, j'ajoute que je ne comprends pas, c'est un petit détail dont personne ne parle, que tous les ans il y avait une grippe ordinaire, jamais la même, et qui durait jusqu'au mois de février-mars, et l'hiver dernier il n'a pas eu. Et il n'a pas eu comme si le Covid avait pris la place. C'est ça. Oui, car aucun scientifique ne m'a expliqué. Le Covid a pris la place, effectivement, mais c'est une réalité, puisque les chiffres du réseau Sentinelle le montrent. Je connais des médecins du réseau Sentinelle, etc., qui font la surveillance des IRA, des infections respiratoires aiguës. Et effectivement, le taux de grippe, il a été extrêmement faible, parce qu'il n'y a pas eu d'épidémie de grippe cette année. Vous savez, ça bouge, hein, tous les 4-5 ans. Et puis il y a aussi... Tous les 4-5 ans, il y a un pic épidémique, puis après ça redescend, puis ça mute, puis ça remonte. Et puis il y a aussi le fait que, pour expliquer le fait de l'absence de la grippe, mais quantité d'autres maladies, il n'y a pas eu d'infection intestinale, il y a eu très peu de diarrhée, il y a eu très peu d'enfants malades, parce qu'on a peut-être tous appris collectivement que nous laver les mains plus souvent était une protection, qu'il y avait un certain nombre de choses qu'on ne faisait pas ou mal. Attention, il ne faut pas montrer que c'est un bien, parce qu'on a besoin des virus. Des virus, il y en a, et il faut que ça circule. Il faut que l'immunité fonctionne. Si on prend l'habitude de vivre dans un système aseptisé, c'est terrible. Américaine. C'est terrible. Trop d'hygiénisme, c'est dangereux. D'accord. Oui. Ok, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Et je vous retrouve dans quelques secondes. Merci, hein, parce que on a abordé plein de sujets. Je vous retrouve dans quelques secondes pour le deuxième sujet. À tout de suite. Deuxième sujet, le saccage de l'Arc de Triomphe. Souvenez-vous, c'était le 1er décembre 2019, acte 3 des Gilets jaunes. Saccage de l'Arc de Triomphe, tagage des piliers du même arc. Gros affrontements à Paris, centaines de voitures brûlées, commerces pillés. 2 ans après, un petit peu plus, il y a un procès avec 10 prévenus. Moi, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que c'est juste de faire ça, de prendre 10 prévenus qui ont été pris un petit peu au hasard, ou est-ce qu'il faut marquer le coup? Roland. Sur le plan des principes, s'il y a des gens qui font des saccages dans les villes, et spécialement dans un haut lieu symbolique comme l'Arc de Triomphe, il faut qu'il y ait une justice. Si on sait qui c'est, si on en est sûr,
il faut des sanctions, et des sanctions même lourdes. Mais dans le cas d'espèce, je vous rappelle que le premier jour du procès, donc c'était lundi, la présidente du tribunal a projeté un film où elle a montré les gens en train de saccager et taguer l'Arc de Triomphe. Et elle a ajouté après la fin du film que ceux qu'on voyait en train de casser dans le film n'étaient pas les mêmes que les prévenus qui étaient dans le box. Alors je ne sais pas ce qu'elle va en conduire. Alors, est-ce que ce sont des vrais gilets jaunes ? Moi je refuse l'idée que ce soit un procès des gilets jaunes. Parce que c'est une date tournante, le 1er décembre, d'une manœuvre qui est classique, ça se faisait pendant la Révolution de 1848. Alors, c'est quoi la manœuvre classique ? La manœuvre classique, c'est d'introduire des casseurs, des très violents, des extrémistes dans des mouvements qui, sur le fond, sont modérés, pour les discréditer et pour les transformer pour l'image, pour en donner une image détestable. Et puis, je peux vous assurer que dans les mois qui ont suivi, l'image des Gilets jaunes a été tout à fait détestable dans une grande majorité de l'opinion, parce que l'on les a identifiés à ces gens-là, surtout si vous avez des télévisions publiques qui sont quand même pas complètement neutres et qui se focalisent sur ces événements. Ça a été délibéré. Alors, on a quand même des images assez incroyables de Black Bloc, d'Antifa qui cassent tout. Oui. Il y a les CRS en face qui ne bougent pas, qui laissent faire. Vous parlez de l'Arc de Triomphe, là, Christine ? Non, mais c'est le même jour. Le même jour. Oui, mais ça, c'est sûr. Et il y en a eu d'autres. Oui, mais quand vous ne voyez pas à leur tête si ce sont des Black Blocs ou des Gilets jaunes. Il faut le savoir. Il faut savoir qu'il y a eu des manœuvres délibérées. On les reconnaît. Et puis, c'est pas seulement pour les Gilets jaunes, c'est une manœuvre de tout l'Occident qui a cette alliance. On parle de l'islamo-gauchisme. Ce qui me gêne, c'est le mainstream occidental, c'est le centrisme occidental allié au gauchisme. Parce que aux États-Unis, pour les élections américaines, c'était très net. Je veux dire, le militantisme de base, c'était plus du tout les petits bourgeois démocrates, c'était ces extrémistes qui sont été volontaires pour tenir les bureaux de vote. Ce sont les mêmes. Voilà. Donc cette alliance entre le gauchisme et j'allais dire le mainstream, en tous les cas les forces dominantes de l'Occident aujourd'hui, c'est un fait constitutif et qu'on les ait utilisés dans le cas d'espèce, et en particulier les antifas, que les antifas figurent, ça non plus c'est pas du complot, dans la liste des entreprises subventionnées par la Fondation pour une société ouverte. Roland, on est sur un procès, il y a 10 personnes qui, effectivement, la justice le reconnaît elle-même, qui ne sont pas les instigateurs, si tant est qu'il y ait des instigateurs, mais ce sont des gens qui ont été pris sur place avec soit des éléments des cartes postales, par exemple, dans leur poche, qu'ils ont pris dans la boutique, ou alors des traces ADN qu'on a retrouvées sur des objets qui ont été brisés. On n'a pas dit que c'était des instigateurs. Hein, mais la justice le reconnaît. Hein. Enfin, la présidente du tribunal a dit que ce n'était pas les mêmes. Oui. C'est tout. La présidente, pas la justice. Le gardien de l'Arc de Triomphe a porté témoignage ainsi. Il a dit que, selon lui, les éléments virulents, c'était les Black Blocs et les jeunes des banlieues. Ça avait été les deux fers de lance de l'attaque contre l'Arc de Triomphe, pas du tout les Gilets jaunes. Oui. Mais évidemment, ces militants et ces voyous courent très vite, ils sont entraînés, ils filent avant tout le monde, et c'est le brave gilet jaune qui se fait coincer, parce que lui, il comprend rien à rien, il court pas bien, il n'a pas l'habitude de jouer à cache-cache avec les flics, et c'est lui qu'on retrouve au tribunal. Bon. En l'espèce, juste une petite précision sur le profil de ceux qui sont au tribunal de Paris actuellement, c'est que finalement, il y a une seule femme qui se revendique comme gilet jaune, qui le dit. Tous les autres sont soit des petits voyous de banlieue, parce qu'ils ont tous un petit casier, ou alors il y a même un quarantenaire qui se présente comme néo-nazi. La moitié. Mais globalement... Pardon, la moitié, c'est quoi ? Pas tous. La moitié des 10 ont un petit passé. Mais il y en a la moitié qui n'ont jamais été identifiés. Ce qui est assez frappant, c'est l'absence de gilets jaunes dans ceux qui ont été arrêtés. Quoi. Voilà. Et alors, il y a un fait remarquable.
et que d'ailleurs souligne Xavier Refer, le criminologue, c'est que pour toutes ces manifestations-là, où on a vu les Black Blocs mettre à feu à sang les Champs-Élysées ou d'autres endroits, et grandes avenues, Refer dit, mais les services de renseignement savent très bien identifier les Black Blocs. Il y a des communications internationales, les Allemands, les Italiens, etc., préviennent les Français, bon, d'un tel ou un tel fait mouvement vers Paris, on vous le signale. Donc, tous ces types-là sont parfaitement identifiés. C'est à peu près toujours les mêmes, ces Black Blocs. C'est une espèce d'armée permanente et internationale, parce qu'il n'y a pas que des Français là-dedans. Hein. Il y a pas mal d'Allemands, oui, pas mal d'Allemands notamment. Et alors, comment se fait-il qu'on ne mobilise pas la gendarmerie, la police, etc., pour les appréhender aux aéroports, aux gares, et dire monsieur, vos papiers d'identité, bon, ben, on vous emmène au poste parce qu'on veut un contrôle d'identité, puis on les retient à 4 heures, 5 heures au poste. Bon. On peut très bien le faire. D'ailleurs, ça a été fait à certaines occasions quand le gouvernement ne voulait pas qu'il y ait de Black Bloc cette fois-ci. Donc c'est bien la preuve d'une manipulation délibérée par le gouvernement de la violence. Xavier Leguet. J'aimerais bien quand même juste dire 2 mots sur ce sujet, parce qu'on parle du procès là, des Gilets jaunes. Effectivement, oui, c'est un procès politique, puisque rien que le fait de préciser que ce n'est pas un procès politique, ça en fait un procès politique. Donc déjà, d'une façon générale, voilà, on sait qu'on n'a pas les principaux instigateurs du... D'ailleurs, il n'y a pas de préméditation, donc il n'y a pas d'instigateur. En réalité, on n'a pas les gens qui ont fait le plus de dégradation, peut-être. On a attrapé ceux qui étaient attrapables. Et aujourd'hui, maintenant, on veut en faire des exemples. Mais moi, ce qui m'amuse beaucoup dans cette histoire, c'est que beaucoup de gens commentent ce qui s'est passé le 1er décembre 2018 sur la place de l'Étoile. Qui y était ? En fait, c'est ça la question. Parce que moi j'y étais. J'ai vu comment ça s'était passé. J'étais à l'Étoile. J'étais pas très loin de plusieurs scènes d'affrontements, machin, etc. Et je peux vous dire qu'on parle des petits voyous, parce que c'est un peu facile d'imaginer voilà, qu'il y a des petits voyous méchants d'un côté, des Black Blocs de l'autre. En réalité, il y avait une foule de gens complètement excédés par le maintien de l'ordre qui a été, dès le début de la journée, puisque tout a commencé avec l'interdiction de pénétrer sur les Champs-Élysées, avec du gazage à 7h du matin, avec des gens qui ne pouvaient pas avancer, qu'on a repoussés, qui ont jeté des bouteilles, qui ont jeté des projectiles. Après, tout est parti en vrille dans tous les sens. Et il y a énormément de gens qui ne sont pas des casseurs, qui sont des gens parfaitement normaux, comme vous et moi, qui ne sont pas du tout des habitués des manifestations violentes et qui se sont retrouvés à goûter aux joies des grenades dans les jambes, qui se sont retrouvés à bouffer du gaz lacrymogène dans tous les sens et qui, parfois, ont pété un plomb. Et il y a eu des affrontements avec des gens parfaitement normaux, qui se retrouvaient coincés, qui se retrouvaient matraqués, qui se sont énervés parce que, forcément, il y a des moments où on peut péter un câble, surtout dans une journée comme celle-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même faire très attention avec le... Non, je termine juste. Il faut quand même juste faire très attention en pensant que le pouvoir, systématiquement, envoie des gens pour aller commettre des dégradations. OK, ça, on le sait, c'est habituel. D'accord, mais il y a toujours ce genre de choses. Attendez, je voudrais avoir... Est-ce que c'est ces gens-là qui ont cassé les statues de l'Arc de Triomphe ? Mais c'est un moulage en plate de l'Arc de Triomphe qui a été cassé. Est-ce que c'est eux qui l'ont fait ? Je suis sûr que non. Non, mais d'accord, mais à la limite, peu importe. Le problème, c'est qu'encore une fois, c'est disproportionné. C'est-à-dire que tout ça est disproportionné. Qu'est-ce qui est disproportionné, Xavier Leguet ? Le procès en lui-même, le fait d'avoir mis en justice 10 personnes qui sont marginales dans ce phénomène. Le fait de mettre en justice 10 personnes qui sont marginales dans ce phénomène, alors qu'on sait très bien qu'effectivement, il y a un 2 poids 2 mesures qui est terrible par rapport à d'autres phénomènes qu'on peut connaître ou par rapport à d'autres manifestations où on attrape des gens qui commettent d'énormes dégradations également. On se souvient qu'après tous les autres actes, il y a eu des dégradations incroyables et des violences vraiment parfois très très lourdes, et on n'a pas la même publicité. Là, on a voulu en faire un symbole parce que c'est l'Arc de Triomphe, effectivement. C'est un symbole. On n'a pas voulu en faire un symbole. Le procès, l'Arc de Triomphe est un symbole. L'Arc de Triomphe est un symbole, mais le procès, on en fait un symbole. Le procès, on en fait un symbole parce qu'il touche un symbole et que effectivement, les gens, les Français, se sentent heurtés quand ils voient des dégradations sur l'Arc de Triomphe auxquelles ils sont attachés. Effectivement, maintenant, ça ne doit pas faire oublier que c'était une journée quand même assez particulière, qu'il y a un 2 poids 2 mesures terrible et qu'on ne peut pas non plus toujours imaginer que tout est manipulation, mais que aussi parfois le bordel il arrive parce que ce sont le contexte, c'est le contexte qui fait ça, et que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et il est très dommage de s'en prendre à des gens en les mettant, les clouant au pilori et en les désignant comme d'horribles criminels, alors qu'on le fait pas pour d'autres et que là on veut en faire un symbole. Ils payent ça, ils payent cette médiatisation. Parmi les tags, il y avait à bas l'État, les flics, les fachos. Oui. Bon, cette expression-là, c'est pas une expression de gilet jaune, même si le milieu gilet jaune était très diversifié. Justice pour Adama.
Oui, plus le A des antifas. Donc, je l'ai pas vu. Ça montre un petit peu entre tout les ce qui est provocateurs à l'état pur, pas forcément sollicités. On les laisse venir, alors qu'on sait qu'ils sont là. Et puis, le vrai gilet jaune, qui est généralement assez âgé, je veux dire, l'âge moyen, c'est plutôt autour de 50-55 ans, avec beaucoup de retraités, et pacifique. Et il y a une catégorie intermédiaire de gens qui vont là où ça bouge, et qui se laissent entraîner sans savoir ni trop pourquoi, parce que le milieu des Gilets jaunes que j'ai assez fréquenté... Au moins pour votre bouquin, c'est ça Oui, le livre que j'ai fait, qui s'appelle les Gilets jaunes ont raison, et plus encore qu'ils ne croient, c'est vrai, il est très diversifié. J'ai vu des gens remarquablement intelligents, qui comprenaient extraordinairement bien le monde dans lequel ils vivaient, surtout des gens âgés. Mais enfin, et puis vous avez des gens un peu simples aussi. Mais pardon, vous avez des gens un peu simples à l'autre bout de l'échelle, oui. Mais Roland, est-ce que l'erreur, c'est pas pour une manifestation de vouloir s'organiser sur les Champs-Élysées, à proximité de l'Élysée, donc du symbole le plus fort de la République française, et à proximité de l'Arc de Triomphe? Mais qui l'a décidé, ça? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pas l'organisation des Gilets jaunes? C'est le troisième acte. Il n'y a aucune organisation. Il y a quand même un choix de lieu de manifestation. Il y a eu des bouches à oreille, mais il n'y a pas d'organisation. Ce qui peut paraître cohérent. De manifester près des lieux de pouvoir. Quand on conteste un pouvoir, on va manifester près des lieux de pouvoir, parce que les manifestations organisées Bastille, République, avec les merguez, les tambours et les machins, ok, c'est très bien, mais c'est du théâtre, c'est un spectacle. Là, c'est la première fois quand même qu'il y a eu quelque chose qui n'était pas théâtralisé, qui n'était pas de l'ordre du spectacle, mais qui était un mouvement relativement spontané et très protéiforme, parce qu'on parle des tags d'extrême gauche, etc., mais il y avait tout le spectre politique qui était représenté au 1er décembre 2018, le truc qui était impressionnant. C'est un mouvement contre Macron, donc il est logique. Il est quoi, Christine Taza? C'est un mouvement contre Macron, clairement. Exactement. Hein, donc, les chansons étaient très claires, c'est contre Macron. Donc ça a fédéré tout le monde. Christine? Non. Il est normal que si j'étais trop loin, j'étais ailleurs, mais pas sur Paris. Et il est normal que si on manifeste contre Macron, on soit le plus près possible du lieu où il est susceptible d'entendre et de voir. Bien sûr. Des lieux de pouvoir, effectivement. Je ne connais pas le processus de décision. Il y avait unanimité dans les Gilets jaunes dès le début du mouvement de ne pas se donner un chef, de ne pas élire quelqu'un, puisque un de leurs thèmes, c'était pas que Macron, c'était aussi les élus politiques, les élus syndicaux. Dès qu'on les élit, ils nous trahissent. Donc nous n'allons élire personne, nous n'allons déléguer aucun représentant. Alors les médias ont vu des gens qui étaient un peu plus forts en gueule que les autres, souvent d'anciens syndicalistes, plus marqués à gauche que la moyenne du mouvement. Ils sont allés leur tendre des micros, et on les a vus, on les a revus, on a fini par croire que c'était des chefs et des organisateurs, mais pas du tout. Il y a eu un parti pris délibéré, qui probablement était une faiblesse in fine, mais de ne pas se donner de structure. Donc comment s'est prise la décision d'aller sur les Champs-Élysées plutôt qu'à la Bastille? Il y avait des gens à la Bastille, d'ailleurs, je les ai vus, et il y a eu ça a cogné aussi la Bastille. Et pourquoi ça, je suis incapable de le dire. Je suis pas sûr, d'ailleurs, qu'il y ait eu un bon livre sur ce sujet de non, mais ça, c'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui est créé quelque part. Là, en l'occurrence, c'était à l'Étoile. Tout le monde s'est dit, bon, l'Étoile, effectivement, c'est là où ça se passe. Alors forcément, les gens convergent. Et après, ils ont pris l'habitude de vouloir aller vers l'Étoile parce que c'est symbolique, c'est les lieux de pouvoir. Et vers les Champs-Élysées, etc. Donc, non, mais il y avait moyen de monter et descendre les Champs-Élysées sans rien casser. Si vous aviez un bon service d'ordre. Mais c'est pas une manif, il n'y a pas de service d'ordre. Oui, mais il n'y a pas de service d'ordre. Mais non, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de service d'ordre. Ah oui, mais justement, mais c'est normal. Parce que quand il y a un chef d'ordre, c'est du théâtre. Quand il y a un chef et qu'il y a un service d'ordre, généralement, c'est récupérable et récupéré. Quand la police veut, elle assure un service d'ordre aussi très efficace. Elle peut. Quand la police veut, elle peut. Mais est-ce que ça n'a pas été d'ailleurs un point de bascule? Je vous cède la parole, hein, Laurent, je vous vois vous impatienter. Est-ce que ça n'a pas été un point de bascule qui a terni et assez fortement l'image des Gilets jaunes, où finalement on les a assimilés à des gens qui voulaient casser plutôt que de construire? Mais oui, et ça a été délibéré. C'est une stratégie délibérée du pouvoir. Castaner-Macron ont voulu vraiment ça. Et la violence qu'il y a eu a suscité la violence, justement, pour ternir, effectivement, l'image des Gilets jaunes. D'ailleurs, si on prend une vue d'ensemble de toutes ces manifestations des Gilets jaunes, et si on imagine que les composantes Black Bloc et Jeunes de banlieue n'aient pas été présentes sur les sites de manifestations. Pense-t-on que ça aurait eu la même allure, ces manifestations? Pense-t-on
qu'elles auraient exhalé le même climat de violence, de destruction de magasins et de destruction de mobilier urbain. Elles auraient une allure beaucoup plus paisible, beaucoup plus tranquille, et il est évident que ce n'était pas l'intérêt du gouvernement qu'elles aient cette allure-là, et donc il est évident que les ordres du ministère de l'Intérieur étaient configurés de manière à laisser venir la racaille de banlieue et les Black Blocs. Les Black Blocs qui sont souvent de la bourgeoisie. Hein. Oui. J'ai vu passer, parce que ma fille les connaissait, des Black Blocs venus de Lyon, c'était la bourgeoisie lyonnaise. Non, parce que l'aspect jeunes de banlieue, les déferlantes de jeunes de banlieue dans les manifs de Gilets jaunes, je ne sais pas d'où elles sortent, mais enfin, moi, j'ai pas vu ça. Moi, je peux pas vous dire qu'il y en avait eu. Il y a eu quelques magasins pillés à la fin de certaines manifs, dans des endroits extrêmement localisés, mais ça restait très résiduel. Mais c'est marrant, parce que moi, j'ai du mal à croire, hein, je vais peut-être faire un peu le provocateur néanmoins, que ça puisse être organisé. Les jeunes de banlieue, il n'y a pas un feu rouge, et puis d'un seul coup, le feu vert, et ils prennent tous le RER pour rentrer dans Paris. On ne contrôle pas le RER. Moi qui habite la banlieue parisienne, quand il n'y avait pas de manifestation, en tout cas les endroits où il n'y avait pas de manifestation, la vie était normale. On prenait le métro, on prenait le périphérique, il n'y avait pas de filtre de quelque espèce que ce soit pour interdire ou autoriser l'entrée dans Paris. Donc, ça a été le cas quand même sur pas mal de réunions des Gilets jaunes, où des gens se faisaient contrôler à 50 km de Paris, avec les voitures arrêtées. On regardait, s'il y avait des boules de pétanque, on était non seulement confisqués, mais traînés en justice, etc. Donc, il y a eu quand même... ça veut dire que quand on veut... Il y a un filtre marginal, non? Mais les milliers de gens qui viennent au RER. Mais non, mais il n'y a rien de plus facile, cher ami, que de contrôler des bouches de métro. Laurent me dit que je suis naïf. Allez-y, développez, ça me va bien. Sur le plan de l'organisation des forces de sécurité, il n'y a rien de plus facile que de contrôler des bouches de métro. Ah oui. Et on le fait quand on a envie de le faire, d'ailleurs. C'est ça. Mais raison de plus pour qu'on ne puisse pas reprocher à quelqu'un d'avoir fait dégénérer la manifestation, enfin en tous les cas, de l'avoir amené sur les Champs-Élysées, puisque vous dites vous-même qu'il est très difficile de coordonner tout ça. Oui, Ok, écoutez, très bien. Merci beaucoup pour ce deuxième sujet. On se retrouve dans quelques secondes pour le troisième et dernier sujet de ce Tête à Clash. À tout de suite. Rebonjour, troisième et dernier sujet, l'UNEF. Certains parlent de dissolution. Alors, je vous récapitule l'histoire. Hein. On vient de découvrir que l'UNEF, donc grand syndicat très à gauche de syndicats étudiants, organise des réunions non mixtes. Alors, non mixtes, ça veut dire blanc et noir séparés, homo-hétéro séparés, hommes et femmes séparés. Hein. La présidente de l'UNEF, d'ailleurs, l'a avoué récemment sur l'antenne d'Europe 1. Et évidemment, ça a provoqué un tollé et des soutiens également. Moi, je voulais avoir votre regard sur cette histoire, parce que certains parlent de dissoudre l'UNEF pour en fait des pratiques qui sont vraiment clairement pas républicaines. Christine Tazin. Alors d'abord, juste un aparté, on fait semblant de découvrir que l'UNEF et d'autres officines gauchistes organisent des réunions racisées, interdites aux Blancs. On a même eu des camps d'été des coloniaux par les indigènes de la République. Tout le monde le sait. Et d'un seul coup, parce que effectivement, Sonia Mabrouk a été excellente et a fait reconnaître sur Europe 1 à la présidente de l'UNEF qu'elle organisait ceci, le monde politique comment, mais c'est un scandale, mais c'est pas possible, mais on est où là? Enfin, nous, ça fait des années qu'on écrit des articles sur résistance républicaine où on liste, et il y en a un paquet, des réunions interdites aux Blancs. Donc là, déjà, on se moque de nous, et les journalistes, les premiers. Et les hommes politiques, les premiers. Tout le monde le sait. Deuxièmement, dissolution. Là, on est en marche vers un système digne de l'URSS, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout d'autre solution que de faire disparaître celui qui dérange. Alors, l'UNEF, je le compisse, ça n'est absolument pas ma tasse de thé, c'est évident.
il me semble qu'il serait beaucoup plus efficace de ne pas financer l'UNEF, qui reçoit des sommes ahurissantes du contribuable tous les ans pour fonctionner. Comme tout syndicat. Oui, mais là, c'est des sommes qui dépassent l'entendement et qui servent à faire ces réunions, justement, racisées et à toute cette propagande interdite aux Blancs. Donc, le problème n'est pas de dissoudre... Aux Blancs, pardon, c'est plus fin que ça. C'est interdit aux Blancs quand c'est des réunions pour Noirs, interdit aux hommes quand c'est des réunions pour femmes. Discriminatoire, voilà. On va dire. Et c'est interdit aux hétéros quand c'est des réunions LGBT. Mais dissoudre ne sert pas à rien, c'est symbolique, mais si on commence à dissoudre, alors Génération Identitaire, après l'UNEF, après, on n'a plus du tout le droit de quoi que ce soit. Le problème, c'est qu'on a dissous Génération Identitaire, enfin, on a décrété cette décision, mais qu'on ne dissout pas l'UNEF, donc il y a une asymétrie gênante. Oui, mais profondément. Vous pensez que ce serait une manière de rééquilibrer la chose que de dissoudre... C'est la fuite en avant. Et puis c'est la fuite en avant. C'est pas parce qu'on a dissous, ce qui est une faute énorme, Génération Identitaire, qu'il faut se mettre à dissoudre tous ceux qui sont de l'autre côté. Vous négligez un fait, gênant, c'est que l'UNEF porte aujourd'hui atteinte à l'ordre public constamment, puisque l'UNEF aujourd'hui, dans certaines universités, établit une dictature qui fait que si vous êtes un orateur non conforme à la sensibilité de l'UNEF, vous n'entrez pas. Et vous ne pouvez pas faire une conférence. C'est un trouble à l'ordre public. Y compris Mme Jospin. On est d'accord, on est d'accord. C'est Diana Gazinski. C'est une histoire qui a déjà quelques années, mais effectivement... Pas tant. Mais pourquoi l'UNEF fait régner cet ordre, ce désordre? Parce qu'elle est reconnue, payée, subventionnée, invitée sur les plateaux, etc. Le problème, il est bien, on va dire, systémique, avec effectivement tout un ensemble dont on parlait tout à l'heure, avec la gauche qui est au pouvoir, avec Macron notamment. L'islamo-gauchiste, on ne peut pas soupçonner Macron de soutenir le mouvement islamo-gauchiste. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, en réalité, Macron a le même programme que l'islamo-gauchiste dès qu'il ne s'agit pas de fric et d'impôts et de suppression de l'impôt sur les grandes fortunes. Il y a une collusion évidente entre les oligarchies mondialistes qui dirigent la France et l'extrême gauche. Il y a une collusion évidente. C'est-à-dire qu'en réalité, le mondialisme non seulement s'accommode, mais même encourage l'islamo-gauchisme et les lubies sociétales de l'extrême gauche, puisque de toute façon, il y a une convergence dans les objectifs. La convergence, c'est d'avoir une espèce de magma, de bouillie internationale facilement malléable. Et donc, tout ce qui va à l'encontre de l'identité de la patrie, etc., convient parfaitement aux deux entités. Bien sûr. Xavier Leguet. Si ce n'est pas la même entité sous deux visages différents. Exactement. Xavier Leguet. J'aurais deux choses à dire là-dessus. C'est que la première, effectivement, je suis pas d'accord avec la volonté de dissoudre en permanence tout ce qui gêne, effectivement. Là, j'aime pas beaucoup la censure, les dissolutions, les interdictions. Je pense que c'est une fuite en avant dangereuse et qu'il faut pas tomber dans cette espèce d'engrenage que dès qu'une tête dépasse, on la coupe, voilà, comme ça, tout va bien. La deuxième chose, c'est que de quoi on parle, encore une fois, avec l'UNEF? C'est-à-dire qu'on parle d'un syndicat en fin de course qui est en train de disparaître de lui-même. Si, parce qu'ils ont une influence qui est liée à leur histoire, mais ils sont aussi concrètement dans les faits, ils se sont fait doubler par la FAGE dans plein d'élections. Enfin, ils sont en train de disparaître, et comme toutes ces structures qui ont eu une grande histoire et qui aujourd'hui sont en perte de vitesse, ils tombent. Je vais juste terminer ma démonstration. Ils tombent dans des espèces de logiques sociétales complètement aberrantes, etc. La deuxième chose, c'est qu'on parle des réunions non mixtes ou je sais pas quoi, interdites aux blancs, mais dans le monde réel, qu'est-ce qui se passe? Enfin, est-ce que vous croyez qu'il y a des foules de petits gars qui ont envie d'aller assister aux réunions décoloniales et qu'on leur dit non, t'y vas pas? Mais ils s'auto-excluent, les gens. C'est-à-dire qu'ils font quelques réunions entre des coloniaux où ils estiment qu'ils sont bien entre eux pour parler de ce qui les concerne et les autres acceptent de ne pas y aller parce qu'ils sont sur la même logique. Il y a personne qu'on interdit. Xavier, la défense de Mélanie Luce, c'est de dire, en gros, cette réunion, vous leur accordez trop d'importance, sont des sortes de réunions préparatoires, aucune décision n'y est prise. Je dis ce qu'elle a dit à Sonia Mabrouk
et postérieurement parce qu'elle a été attaquée. Elle a dit, en gros, c'est des réunions qui n'ont pas d'importance. Moi aussi, Elles je vais faire des permettent réunions aux gens de s'exprimer. pas importantes en disant interdit aux Noirs, aux Maghrébins. Non, mais les gens sont d'accord. Et on va me dire, ça n'a pas d'importance. Non, Mais les gens attendez. sont... Mais Vous trouvez que la défense est faible, hein? Mais elle est plus que faible, parce que tout simplement parce qu'elle ne tient pas dans l'autre sens. Écoutez, si on Mais les faisait gens- des- On est, Non, mais on les est gens- dans un système universel. si les on gens faisait des réunions interdites aux Non, mais Noirs, c'est pas ça. Moi aussi, je trouve ça- réservées aux Blancs. Moi aussi, Pas je- tous ensemble, pas tous ensemble. Bien sûr, sauf que, encore une fois, on repart attendez. sur des débats théoriques. Moi aussi, je trouve ça C'est pas évidemment... la théorie, c'est la réalité. Non, mais attendez. Attendez, Moi s'il aussi, vous plaît. moi aussi, je trouve ça choquant sur le principe, évidemment, mais tout le monde trouve ça choquant sur le principe. Aujourd'hui, on a quand même Mais c'est pas largement, pour ça qu'il faut interdire. on a quand même largement dépassé ça, et aujourd'hui, il n'y a qu'une frange de l'extrême gauche qui est obsédée par ces questions, machin, racialistes, etc., et qui s'obsède, non, mais attendez, et qui s'obsède avec ces questions-là. Maintenant, quand vous avez une association, parce que ça reste sous le statut associatif, vous pouvez pas, en même temps, quelque part, leur imposer votre grille de lecture si eux choisissent. Parce que ce que dit Luce dans sa défense, on peut ne pas les aimer. Moi, j'aime pas l'UNEF. Je dis simplement que ce qu'elle dit dans sa défense, est-ce que c'est totalement illogique? Elle dit que les gens acceptent de procéder comme ça et que ceux qui ne vont pas à ces réunions-là n'ont de toute façon pas envie d'y aller, puisqu'ils ne s'estiment pas concernés. Qu'est-ce qu'on peut leur Il y a dire? la fiche interdite. Qu'est-ce qu'on peut leur dire face à ça? Mais Oui, je c'est souhaite pas un lieu la- public, c'est ça que je veux dire. Non, mais- C'est pas un lieu public qu'on ferme. Roland Hureau. La question n'est pas l'interdiction de ces réunions. Je le redis, il y a deux poids, deux mesures. Si vous aviez un syndicat qui faisait des réunions réservées aux Blancs, vous imaginez le tollé absolument extraordinaire. c'est ce que Donc je je disais. pense qu'en République, il ne doit pas y avoir de loi. En revanche, si on ne l'interdit pas, on peut tout de même demander au ministre de l'Éducation nationale et au recteur de cesser de les considérer comme des associations représentatives, cesser de les recevoir. Mais non, je ne sais pas votre point de vue. L'UNEF, elle est morte 10 fois depuis 1960. Je crois qu'elle a été fondée en 1955. Elle est morte 10 fois. Mais elle renaît de ses cendres chaque fois qu'il y a un problème étudiant. Comme il n'y a pratiquement plus de militantisme, ni de droite, ni du centre au sein du milieu universitaire, ce sont les seuls à s'agiter et ils refont le plein. Et y compris d'ailleurs de jeunes socialistes qui vont ensuite avoir des Mais là, c'est plus un carrières problème politiques. étudiant. Pardon. Mais l'UNEF a toujours été une grande école de formation Bien sûr. des cadres du Parti socialiste. Hein. Mais je crois que c'est Cambadélis, Valls et tout ça. C'est encore plus grave, c'est-à-dire que loin d'être en train de disparaître, l'UNERF est en train de surfer sur la vague de ce qu'on va appeler le remplacement de population, même si ça ne plaît pas à certains, à savoir qu'on est en train de faire disparaître tout ce qui est identité française, les Blancs, nos valeurs, la patrie, etc., pour les remplacer par justement cette idéologie complètement indigéniste, et l'UNEF surfe là-dessus. Les indigènes, c'est nous, hein, madame. Maintenant, oui, mais bon, on n'en est pas là. Laurent Arthur Duplessis. Moi, je crois que, certes, l'UNEF, quantitativement, est réduite en termes de nombre de militants, etc., mais comme Et on vote des étudiants aussi. toutes les organisations et mouvements politiques. Mais référons-nous plutôt au concept de minorité agissante. Je voyais une interview du professeur Gilles Kepel, par exemple. Grand spécialiste De du l'islam, Moyen-Orient et de l'islam. de l'islam, et qui n'est pas un réactionnaire foudroyant, hein, Ah non, certainement pas. mais qui était interviewé par Charlotte Dornelas sur CNews, et qui décrivait la situation des enseignants aujourd'hui dans l'université. C'est-à-dire qu'ils sont soumis à un terrorisme intellectuel absolument insupportable de la part d'étudiants qui sont, pour la plupart, d'un niveau intellectuel extrêmement faible, mais dont l'indigence intellectuelle n'empêche pas d'exercer une terreur à l'encontre de professeurs qui en savent 100 000 fois plus qu'eux. Et Kepel, qui n'est pourtant pas un réactionnaire, avait l'air désespéré. Et ça, vous parlez entre autres, juste pour rappel, hein, on va poursuivre là-dessus parce que je trouve c'est passionnant, ce qui s'est passé à Grenoble, à l'IEP de Grenoble, où 2 professeurs ont été désignés par une affiche en disant qu'en gros ils étaient anti-islamiques, affiche qui a été relayée par l'UNEF local, diffusée sur les réseaux sociaux et qui a fait un tollé qui fait d'ailleurs que je crois que ces 2 professeurs sont maintenant protégés par les forces de l'ordre. C'est pour ça qu'il ne faut pas réduire le phénomène à la poignée de militants de l'UNEF, parce que cette poignée de militants de l'UNEF est en réalité aujourd'hui le fer de lance
de toute une vulgate qui inonde le milieu étudiant et qui est d'ailleurs et qui est une vulgate effectivement décoloniale et tout ce qui va avec. Et c'est pas l'extrémiste, c'est la pensée de M. Macron. Quand il va en Algérie dire que la France a commis des crimes, quand il va en Côte d'Ivoire pour dire la même chose, je veux dire, il n'y a aucune différence entre cette pensée et celle du président de la République et de ceux qui l'entourent, sauf dès qu'il s'agit de faire des cadeaux aux riches. Voilà, et pourtant, l'UNEF, qui se situe de plus en plus à gauche, s'oppose à Macron. Et d'ailleurs, l'UNEF est défendu par la France Insoumise, est défendu par les Verts. Sur quel sujet il n'y a pas d'accord. J'aimerais savoir sur quel sujet ils s'opposent. J'aimerais qu'on me le dise. Je ne voudrais pas terminer, mais on découvre le problème. Non, il y a déjà plusieurs années que la présidente de l'UNEF est une femme voilée. C'est une vice-présidente. C'est une vice-présidente. Et vous faites référence. Et d'ailleurs de race blanche. Vous faites référence. Comme la plupart des musulmans. À cette vice-présidente qui s'est rendue à une convocation de l'Assemblée nationale. Ça devait être une audition. Et à laquelle elle est arrivée voilée. Ce qui a fait grand scandale, puisqu'on se souvient. Mais elle est quand même restée voilée. Ça a été accepté. Le scandale, c'est que l'UNEF est dans la foulée des Lumières. Je veux dire, c'est de la gauche française et européenne de l'après-guerre. Et elle a participé à mai 68, qui est un mouvement libertaire, de libération des femmes en particulier. Et cette dame qui assume la vice-présidence de l'UNEF s'inscrit totalement en faux et en contradiction totale avec les valeurs fondatrices de ce syndicat. C'est la gauche Terra Nova. C'est la gauche Terra Nova qui irrigue depuis un bon moment quand même la pensée politique, avec effectivement le fait de ne plus trop faire de social, mais de faire davantage de sociétal, etc. Mais encore une fois, je maintiens ce que je dis, c'est que l'UNEF est attaquable depuis des années sur des tas de sujets, notamment ce que disait mon voisin sur des questions de troubles à l'ordre public, en faisant de l'agitation pour empêcher des intervenants, etc. Et on n'a jamais rien fait contre ça. Maintenant, on fait mine de découvrir quelque chose qui est quand même Vous allez me dire que non, mais moi je pense que ça reste un épiphénomène dans la mesure où c'est quelque chose c'est révélateur, mais c'est pas... Ça va être difficile à attaquer, si vous voulez, juridiquement, et ça, ils le savent quand même de toute façon. Et il n'y aura pas de dissolution derrière. C'est pas plus mal, et il n'y aura pas non plus forcément de sanctions. Le problème, c'est qu'encore une fois, on va s'attarder là-dessus, on va finir par laisser ce truc-là tomber en disant oui, voilà, c'est pas bien, et derrière, ils vont continuer l'agite propre, ils vont continuer les troubles dans les facs, ils vont continuer ce genre de choses. Et c'est ça le vrai problème. Et là, on ne fait rien là-dessus. Le paradoxe est que le CCIF a été dissous, enfin, sera peut-être dissous si le Conseil d'État a dit oui, ce qui n'est pas sûr, et que l'UNEF reprend exactement le vocabulaire et les arguments du CCIF. Quand Mélanie Luce dit l'islamophobie, c'est la haine de l'islam et des musulmans, ce qui n'a absolument pas le sens ni étymologique ni usuel, qui est vraiment l'islam, c'est pas des gens. Personne ne répond, personne ne revient là-dessus. Et ça, c'est la définition du CCIF. C'est-à-dire qu'ils sont en train de nous islamiser par la parole, et à partir du moment où vous acceptez que pas un journaliste n'ose dire l'islamophobie, c'est le refus de l'islam, pas des musulmans. Et pas un juge, surtout. Ils sont en train simplement de faire accepter dans la population le délit de blasphème. Mais pardon, Christine, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là ? Vous êtes favorable à la dissolution du CCIF et vous êtes défavorable à la dissolution de l'UNEF. Est-ce que vous n'êtes pas en contradiction avec vous-même ? Je n'ai pas dit ça. Alors, le CCIF est un organisme étranger, d'origine étrangère, qui fait la loi en France pour imposer l'islam. C'est quand même quelque chose de particulier par rapport à un syndicat. Un certain islam. Bon, on ne va pas chipoter. Voilà. Et il semble en plus que le CCIF, justement, a fait un sacré travail, comme les frères musulmans, pour changer complètement ce qui se passe dans les banlieues, dans les territoires perdus de la République, au moment où, justement, on a des lois censées lutter contre ça, contre le séparatisme. Bon, ça, c'est encore un autre problème. Mais il y a un vrai danger qui est reconnu par l'État, puisqu'on fait des lois, on en parle, on fait tout un tas de trucs. Ce danger est reconnu par l'État, mais on ne s'arrête pas là-dessus. Au contraire, on accepte le fait qu'on puisse interdire la critique de l'islam. Après la décapitation de Samuel Paty, c'est énorme, parce que tout ça, ça vient dans la foulée. C'est-à-dire qu'il est décapité, et 2 mois après, vous avez quand même des gens de l'UNEF qui montrent du doigt des gens
des profs en les appelant islamophobes. C'est-à-dire que ce qui se passe... D'où la protection de la police. Ça n'est pas du tout accessoire, ça n'est pas du tout anecdotique dans l'histoire de l'UNEF. C'est gravissime et ça concerne toute la France. En sachant bien une chose, hein, c'est que quand on traite publiquement maintenant, nommément quelqu'un d'islamophobe, on en fait une cible potentielle pour d'éventuels tueurs. Hein. Et donc pas seulement sur les réseaux sociaux. Hein. On a découvert que depuis Samuel Paty, il pouvait y avoir une vraie prise, un passage à l'acte. Hein. Parce que justement, je dirais le niveau de danger s'abaisse pour aller chercher des gens à des échelons de notoriété bien moindre, de responsabilité bien moindre, etc. Le danger est en train, en quelque sorte, de s'élargir. Hein. Mais est-ce que c'est pas ça la vraie terreur, d'ailleurs ? Oui. C'est que finalement, tout le monde peut un jour ou l'autre être traité d'islamophobe et menacé pour sa vie. Mais le vrai problème, c'est exactement ce qu'on disait, c'est les risques. Ce sera le mot de la fin. C'est les risques de troubles à l'ordre public, et c'est effectivement le danger que ça fait courir à certaines personnes quand on leur met l'anathème d'islamophobe. Et encore une fois, ces réunions non mixtes, ça fait une petite agitation dans tout le landerneau médiatique et politique, parce que on leur montre devant leurs yeux que l'antiracisme est devenu extrêmement raciste. Et ça fait un bug, ça fait une erreur 404. Et c'est pour ça qu'il s'agit tous, au lieu de prendre en compte les vrais problèmes et de régler les vrais problèmes alors qu'il y en a une foultitude, on s'acharne sur cette histoire, alors que cette histoire, encore une fois, c'est parce que ça les trouble. Voilà, ça va pas. Et du coup, on entend Marine Le Pen faire des leçons d'antiracisme. Alors on a les médias qui titrent Marine Le Pen fait des leçons d'antiracisme à l'UNEF, à la gauche, etc. Et c'est ça qui les gêne, c'est tout. C'est la seule explication. Eh bien, écoutez, on va en rester là. Merci beaucoup pour le temps passé ensemble. Merci de votre présence. Rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle belle émission. Parlez-en autour de vous. À bientôt.